Le Grand Dialogue. Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Éducation au Mali, quelle solution pour cette année scolaire? C'est le thème du Grand Dialogue de ce soir et nos invités sont Dr Morike Dambélé, pédagogue, professeur à l'Université de Bamako, Dr Fodié Tandjigoura, chef du département sociologie à l'Université de Bamako et Koumba Yarissi, enseignante à la retraite. Je suis Mohamedou Touré, auditeur et téléspectateur de Studio Tamani. Chers invités, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue. Le Grand Dialogue. Après la rencontre d'hier entre le Comité national pour le salut du peuple, aujourd'hui encore il y a eu une nouvelle rencontre et on va écouter Oumar Fomba, porte-parole du syndicat des enseignants signataires du 15 octobre 2016 sur les conclusions de la rencontre d'aujourd'hui. Aujourd'hui, pendant ces quelques jours de discussion, le comité a souhaité décaler l'application. Nous, syndicats de l'éducation signataires du 15 octobre 2016, nous avons souhaité l'alignement simple, ça ne reste que l'alignement simple sur les salaires du mois de septembre et discuter un peu sur comment voir les arriérés. Mais je pense que le comité n'est pas dans cette logique et les syndicats aussi sont dans la dynamique vraiment du mois de septembre 2020 par rapport à l'application de l'article 39. Donc c'est sur cette note-là que nous nous sommes quittés. Mais de toutes les façons, les deux parties, surtout le CNSP, a souhaité rendre compte président du CNSP et la décision finale où c'est que le président va souhaiter, et bien sûr ils vont nous rendre compte, le mot d'ordre continue. Pas de compromis jusque-là. Koumba Yarissi, que pensez-vous de l'évolution de cette crise scolaire au Mali? L'évolution. Comment évolue-t-elle selon vous? Elle n'évolue pas depuis 10 ans, c'est la crise, depuis peut-être 20 ans même. Monsieur Touré, le régime a été balayé. Demain est un autre jour. Si les militaires qui sont aux commandes aujourd'hui, provisoirement, je présume, d'après tout ce qu'on sait, les ont contactés par 2, 3 fois. Ce sont des gens de leur génération. Ça veut dire quoi? Quelle lecture les syndicats doivent faire de cette situation? Premièrement, que ce qui a fait partir ce régime, en tout cas l'éducation après l'insécurité occupe une place centrale. Pas parce que les syndicats des enseignants sont les plus importants ou les enseignants sont les plus importants au Mali, mais tout simplement, ça veut dire que le futur des enfants, c'est aussi le futur du Mali. D'accord. Par rapport aux solutions immédiates, certains pensent qu'il faut aller vers une année blanche déjà, d'autres estiment qu'il faut tenter de trouver une solution pour sauver l'année scolaire. Quelle est votre position? Depuis belle lurette, depuis plus de 2 décennies, il n'y a jamais eu d'année complète au Mali. Est-ce que ça veut dire que votre position est d'aller vers une année blanche? Mais, année blanche ou pas année blanche, moi je crois que vous auriez pu me demander s'il fallait sauver les classes d'examen ou les examens, tout simplement. Mais les gamins qui n'ont pas étudié pendant 6 à 7 mois, vous allez sauver quoi? Les meubles, on ne peut pas les sauver. Les mots ont leur contenu. Il faudrait que, d'ores et déjà, la transition se penche sur la question. Parce qu'elle est sempiternelle, cette question, et on ne peut pas en rester là. On ne peut pas en rester là. D'accord. Docteur Fodié Tandjigoura, faut-il une année blanche ou tenter de sauver cette année scolaire? Bien, bon, je pense que la crise que nous vivons aujourd'hui a évolué en plusieurs phases. D'abord, c'était avec les anciennes autorités, c'était des rapports de négligence, ensuite des rapports de méprise, ensuite des rapports de violence avec la suspension des salaires des enseignants total ou partiels de beaucoup d'enseignants sur une large partie du territoire. Donc, ça n'a pas suffi, ils n'ont pas flanché. Aujourd'hui, il n'y a pas encore d'accord avec les nouvelles autorités aujourd'hui en place. Moi, je pense qu'il n'y a jamais eu, comme l'a dit l'intervenante précédente, d'année normale, de façon pédagogique. Donc, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que la grande majorité des établissements
est constitué d'établissements d'enseignement privés. On compte 2279 par exemple. Et donc, ces gens-là ont observé la grève que plus tard. C'est-à-dire que les établissements publics sont partis en grève quelques mois, certains 2 mois et même plus, et certains établissements privés ont emboîté le pas. Donc, ça veut dire qu'il y a quand même eu une certaine période où il y a eu des cours, mais ce n'est pas suffisant. Mais quitte à tout sacrifier, je ne suis pas pour ceux qui pensent qu'il faut tout sacrifier et repartir à zéro, parce que ce n'est pas ça la solution. On repart la nouvelle année, il y a l'article 39, même avec la nouvelle année, il y a l'article 39. Et je suis pour qu'on trouve un compromis, un moratoire par exemple, demander aux anciens de faire un moratoire jusqu'à la mise en place des autorités, donc procéder à l'examen pour les classes d'examen, à boucler l'année une bonne fois, tant soit peu, mais année blanche, on reprend en octobre, mais il y a l'article 39 qui est toujours là. Donc ce n'est pas une solution pour moi, il faut essayer de trouver un moyen pour acheminer et finir l'année, quitte à commencer la nouvelle année, même en fin d'année civile, en décembre par exemple. Docteur Moriké Dambélé, quelle est votre position là-dessus? Année blanche ou pas? Merci beaucoup, M. Touré. Et je remercie également les autres invités, notamment mon collègue Faudier. Nous faisons la même faculté. Oui. Bien. Par rapport à la situation de cette année, comme je l'ai toujours dit, je pense que en professionnel de l'éducation, on doit surseoir à l'année. L'année blanche. Oui. Bon, vous aimez dire l'année blanche, je crois que ça, c'est une dimension politique de la chose. L'année n'est pas blanche, mais elle ne sera pas comptabilisée. Ça veut dire blanche, veut dire qu'on n'a rien fait. Monsieur Tandjoungoura vient de dire, effectivement, on a fait quelques semaines de cours. Mais imaginez que nous avons 36 semaines de cours, normalement. Et que les établissements publics, je dis bien les établissements publics, n'ont pas fait plus de 12 semaines de cours. Ils viennent d'arrêter récemment, il y a 2 semaines encore. Donc, ces changements-là, pour mettre fin à tout, il faut donner du souffle à l'école. Ça veut dire quoi? Au lieu que les gens se rencontrent 1 fois, 2 fois, 3 fois, il faut se donner le temps. Et je ne pense pas que les militaires puissent trouver tout de suite une solution miracle au problème de l'article 39. Il faut la mise en place d'un gouvernement. Il faut que l'État fonctionne normalement dans toutes ses entités pour qu'on puisse débattre des questions de l'école. Parce que c'est un débat de fond. Il ne s'agit pas de sauver l'année, comme on le dit souvent dans la presse, sauver l'année blanche ou l'année... Non, ce n'est pas ça. La question scolaire est fondamentale. Elle est profonde. Je suis d'accord avec mon collègue qui donnait un peu les chiffres par rapport aux écoles privées. Et c'est ça le danger. Le danger, c'est qu'il y a une école qui ne travaille pas. Il y a une école qui travaille. Et on va justement amener ceux qui ne travaillent pas au niveau de ceux qui travaillent. C'est une difficulté. C'est une difficulté, c'est une inégalité fondamentale dont il faut s'occuper de façon claire. C'est pour cela que je pense objectivement qu'il faut aller sur de nouvelles bases. C'est-à-dire octobre, la nouvelle rentrée. Avec cette posture, d'ici le mois d'octobre, peut-être les institutions vont normalement fonctionner et que des négociations en profondeur vont avoir lieu, ce qui va permettre de stabiliser l'école, non pas pour l'année 2021, mais pour une durée assez longue. Parce qu'il faut stabiliser l'école. Il faut créer les conditions de cette stabilisation. Et ce n'est pas en disant l'article 39, il faut appliquer ça, et puis demain, il y a un autre article. Donc, il faut sortir de ça. Et pour sortir de ça, il faut vraiment une rencontre avec des autorités qui vont avoir la légitimité de parler des questions de l'école et statuer sur cela. Moi, je pense qu'aujourd'hui, la situation est vraiment n'est plus à sauver ou à ne pas sauver. Il faut que les nouvelles autorités qui vont entrer en fonction certainement bientôt prennent leur courage pour dire aujourd'hui quelle est l'orientation qu'on va donner au système scolaire dans son ensemble. Et il faut éviter que les promoteurs privés ne prennent le dessus sur l'école. Parce que l'école, et c'est pourquoi j'ai dit qu'il faut donner plus de poids à l'école publique. Parce que dans ce jeu, ce sont seulement les privés, les promoteurs privés, qui disent non, l'année ne sera pas ceci, l'année ne sera pas là. Alors qu'ils savent bien
que les écoles publiques n'ont pas fonctionné à 30% pendant l'année. Et ce n'est pas cette année. On risque de perdre cette année, on perd l'année prochaine. Si nous continuons, par exemple, les cours jusqu'en décembre, imaginez ce qui va se passer. On va prendre 3 mois sur la nouvelle année. Et donc, on n'aura pas gagné cette année, on aura à perdre l'année suivante, et de chevauchement en chevauchement, on ne s'en sortira pas. Essayons de mettre les choses à l'heure, les pendules à l'heure, reprenons avec le courage. Je pense que le ministre qui sera nommé bientôt pourra avoir le courage de dire, bon, arrêtons, essayons de partir sur de bons pieds, au lieu de partir sur des pilotis. En attendant sa nomination, les autorités scolaires semblent être à pied d'œuvre pour trouver une solution à la question. On va écouter Kinan Ag-Gadega, secrétaire général du ministère de l'Éducation nationale. On est en train d'y travailler et c'est pourquoi nous tenons aujourd'hui, ces quelques jours-là, les réunions avec les syndicats d'enseignants, avec le Conseil national pour le salut du peuple et avec l'ensemble des services techniques concernés. On tient des réunions pour effectivement trouver une porte de sortie. Et je pense et on espère bien que bientôt on pourra avoir l'adhésion des enseignants pour reprendre le chemin de l'école. Et donc tout naturellement tenir nos examens dans les délais qu'on avait prévus. On est en train de travailler, on est en train de tenir des réunions pour trouver une solution à cette crise. Pensez-vous que c'est le cas, Koumba Yalissi? Si les réunions réglaient les problèmes, en ce qui concerne en tout cas l'école, ça aurait déjà été fait. Mais avant de répondre à votre question, je souhaiterais dire à monsieur le professeur que les écoles privées ne sont pas allées en grève. Le coronavirus est passé par là et depuis mars, on a tout bouclé. Ça, c'est déjà... Et ça pose problème. Parce que ces enseignants-là, ils ne sont pas payés depuis mars. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'école, dans tous ses segments, est malade, très malade. Qu'il s'agisse du public, qu'il s'agisse du privé, on ne s'est occupé de rien du tout. Alors, moi, je m'inscris en faux. Quand le secrétaire général fait miroiter que tout va rentrer dans l'ordre, moi je dis que ce n'est pas la peine. On en est à un moment crucial de notre histoire. Regardons en face la vérité. Qu'est-ce qui vous fait douter de ces mots, de cette Qu'est-ce qui me fait douter que vous faites? Moi, vous savez, vous êtes journaliste qui vous occupez des questions scolaires, donc vous êtes en passe de devenir quelque peu spécialiste des questions scolaires. Vous savez très bien qu'il n'y a eu que des discussions. Et en ce qui concerne la loi qui consacre l'autonomie aux enseignants, avec l'article 39, donc le beurre, l'argent du beurre, le reste je ne le dirai pas par respect pour vos téléspectateurs, tout le monde devine. Est-ce que vous pensez que les enseignants demandent trop? Les enseignants, on le leur a déjà dit. Moi j'ai marché avec les enseignants. Mais quand j'ai compris que ils se sont radicalisés, ils ne veulent pas entendre raison, eux ils ne sont pas des citoyens, ils ne sont plus des citoyens, ils veulent simplement leur petit confort. Mais qu'est-ce que le confort de chacun de nous dans cet océan de misère, d'obscurité, d'obscurantisme? Donc, est-ce que ça veut dire que et le pouvoir sortant, heureusement qu'il a été balayé, et le pouvoir sortant, et ces enseignants, là je pointe du doigt les syndicats, parce que comme les partis politiques, les syndicats aussi, en leur sein, ne font pas fonctionner la démocratie. C'est les mêmes qui sont là. Il y en a qui ne sont même pas enseignants. On le sait, tout le monde le sait. Et tout le monde ferme les yeux là-dessus. Ils sont inamovibles, même s'ils sont nommés à des postes dans l'administration. Ils tiennent toujours, c'est eux qui sont toujours derrière pour faire pour faire telle grève, pour décider de ceci ou de cela. Non, je crois qu'au jour d'aujourd'hui, chacun de nous doit se dire qu'on n'a pas le droit. On ne peut pas prendre en otage les enfants. Hier, c'était mes enfants. Aujourd'hui, ce sont mes petits-enfants. Déjà, à cause de l'insécurité, les 2/3 des écoles, en tout cas jusqu'au lycée, ne fonctionnent plus. Alors, le seul tiers qui reste, les enseignants tiennent mordicus
à leur bien-être. Tout le monde veut devenir millionnaire. Moi, je suis désolée. Quand nous, on commençait, vous savez combien on gagnait? Bac plus 4. C'était les deux parties. Hein, 2 parties plus 4, 70 000. Francs maliens. Donc, dévaluer, ça fait combien? Divisé par 2, ça fait 35 000. Dévaluer, 17 500. Alors, vous estimez vous dites que vous n'avez pas confiance aux autorités par rapport à la gestion de cette crise. Vous estimez non, c'est pas question de confiance, en fait. C'est que c'est pas possible. D'accord. Et vous estimez que les enseignants se sont radicalisés. En ce qui concerne les parents d'élèves, est-ce qu'ils ont joué également leur rôle? Les parents n'ont que les yeux pour pleurer. Vous avez vu ce qui s'est passé dernièrement? Tout le monde a gros sur le cœur. Les parents ne savent plus vers qui se tourner. Si ce sont mes jeunes collègues qui, dans n'importe quel pays, sont au plus près des populations, donc qui connaissent les sociétés, sans être sociologue, un enseignant, il sait comment fonctionne le moindre petit village. Vous allez trouver peut-être un administratif dans un arrondissement qui a 2 ou 3 collègues, mais vous allez trouver 10 enseignants, 20 enseignants dans les bourgades les plus petites. Alors, si aujourd'hui, malgré tout ça, ces bons messieurs, ces bonnes dames croient que, parce qu'on dit que l'éducation est importante, ils veulent écouter personne. Ils n'écoutent personne. D'accord, vous allez revenir là-dessus. Dr Fodje Tandjougoura, est-ce que la déclaration de Kinan Agadega vous rassure, vous? Bon, il y a eu beaucoup de déclarations dans ce sens. Même quand on a découvert les tripatouillages au niveau du traitement des dossiers, on a dit que c'était par inadvertance. Bon, il y a toujours ces types de déclarations, mais je voudrais quand même attirer l'attention de notre collègue sur le fait que les enseignants, en fait, ils défendent la légalité, quoi. C'est ça. Enfin, c'est un peu difficile de les en vouloir, parce que c'est un texte. Le même article figure dans le statut des anciens de l'université, l'article 66. Ils vont aller en grève bientôt, eux aussi. Non, c'est-à-dire que... Nos grands intellectuels qui devraient faire fonctionner... D'accord, on va les laisser poursuivre et vous aurez le micro tout à l'heure. Voilà. Poursuivez. Oui, c'est-à-dire que ce sont les communes de l'État qui ont mal négocié ces statuts particuliers. Quand vous négociez un statut particulier, si vous laissez de telles dispositions dedans, vous dites toute majoration dans la fonction publique s'applique d'office aux anciens chercheurs de l'université. Donc les gens se lèvent pour réclamer la légalité. Je pense qu'à ce niveau, il n'y a rien à reprocher si on veut de la légalité. C'est-à-dire qu'il est difficile de dire aux anciens que vous avez tort avec quelque chose qui est signé, un décret et tout. Voilà. Ils s'agrippent derrière ça. Et ça, il est difficile vraiment de fermer les yeux là-dessus. Cependant, les contextes ont changé aujourd'hui. Nous sommes dans un pays dont l'économie est pratiquement exsangue, quel que soit ce qu'on dit, et où il y a tous les problèmes. Aujourd'hui, c'est comme tirer sur une ambulance. Il y a tous les problèmes de tous les côtés. Et pour moi, il peut faire un moratoire sur tout ça et accepter de faire les examens à rentrer et donner le temps aux autorités de bien étudier la question. Mais on ne peut pas leur reprocher leur lutte. Je le dis, c'est quelque chose qui est légal. Et que la faute, s'il y a faute, ça incombe à l'État pour avoir mal négocié les statuts particuliers. Et maintenant, c'est déjà passé. On ne revient plus sur les acquis. Non, on ne reviendra pas sur les acquis. Et pour les anciens du supérieur, pour répondre, c'est que nous attendons, nous n'avons pas besoin de faire grève parce que nous attendons que les choses soient normales. Voilà. Merci. Est-ce que la déclaration, l'intervention de Dr Moriké Dambélé vous a convaincu? Parce que lui, il estime qu'aujourd'hui, il faudrait donner le temps aux futurs dirigeants du pays de résoudre la question et de surseoir à cette année scolaire. Non, pour surseoir, moi, c'est ce que j'ai dit tout le temps. En fait, il faut, de mon point de vue, aller vers la fin de l'année scolaire, c'est-à-dire qu'on a fait un peu de cours par-ci, par-là, et ce n'est pas du tout au complet. Pédagogiquement, et le pourcentage, je n'ai pas les chiffres, mais ce n'est pas du tout au complet. Les semaines ne sont pas achevées. Maintenant, si vous dites qu'il faut surseoir à l'année carrément, reprendre la nouvelle année, je ne suis pas sûr que cela résolve l'article 39, parce que ça va toujours rester. Et on peut quand même aller vers le mois d'octobre, boucler l'année, et reprendre une année normale. Les chevauchements, on peut les rattraper au fur et à mesure. À l'université, nous, on est habitués à ça. Je ne sais même pas on est à quelle année universitaire, sauf si mon collègue m'aide un peu, parce que c'est chevauché. Donc, mais pour dire qu'il faut renoncer
À mon avis, il y a les subventions. Ce qu'on oublie, il y a même les subventions accordées à des établissements privés. Si l'État verse les subventions et qu'on annule l'année, c'est un problème. Le cas que notre collègue vient d'évoquer, le cas des enseignants qu'on appelle couramment des mercenaires, c'est-à-dire ceux qui signent sur des cours. Quand tu fais un cours, tu signes, tu es payé sur la base de ça. Ils ne sont pas payés depuis plusieurs mois. Ils sont à la maison. Oui, non, ils s'appellent comme ça entre eux mercenaires. Donc je veux dire, il y a beaucoup d'enjeux. On pense tout simplement à sauver l'année, la face de l'État devant les bailleurs, l'UNESCO, les Canadiens, etc., pour dire qu'on a sauvé l'année. Et donc voilà, tout ça c'est la crainte des bailleurs également. Mais moi je dis qu'objectivement, nous n'avons pas intérêt à ce qu'on annule tout et qu'on parte sur la base du mois d'octobre. Et je ne suis pas sûr que les autorités puissent trouver une solution d'ici le mois d'octobre. Mais est-ce que les examens peuvent se tenir dans ces conditions, vu qu'il y a certains candidats qui estiment ne pas connaître à ce stade leur note de classe, qu'ils ne connaissent pas leur centre d'examen également? Oui, mais tout ça, ça peut être géré. Si ils sont d'accord, on peut gérer tout ça en un clin d'œil. Ce qui n'est pas gérable, c'est le contenu des cours. On ne peut pas les rattraper en 1 mois, en 2 mois. Ça, c'est sûr. Mais pour la logistique des examens, on peut faire ça et organiser et faire un examen sur la base de ce qui est. Ça reste un examen comme ça, mais ce n'est pas une année complète. Non, il faut le dire. Mais on a tellement de problèmes. Le problème d'insécurité, les problèmes de gouvernance, il y a trop de problèmes. J'ai dit que ce serait trop, ce serait même tirer sur une ambulance que d'aller à une année blanche. Et puis voilà. Donc il faut vraiment résoudre l'équation pour cette année. Et moi, à mon avis, je demande même un moratoire sur toutes ces grèves, attendre la mise en place des autorités et essayer de relancer les négociations. Même pour celles des universitaires? Oui, même pour l'enseignement. Bon, nous, notre répercussion, ce n'est pas beaucoup, mais bon... D'accord, docteur Moriké Dambélé, qu'en dites-vous? Merci beaucoup. J'ai bien admiré le propos de Koumba ici. Parce que finalement, c'est vrai, le métier de l'enseignant était considéré pendant très longtemps comme un sacerdoce. On sert plus qu'on se sert. C'était ça l'enseignant hier. Mais je crois que depuis lors, les choses ont évolué. Et les autres corps ont évolué également. Beaucoup d'autres corps ont évolué. Et l'argent commence à être mis au centre de tout. Malheureusement. Je vous avoue que si l'enseignant s'habille mal pour entrer en classe, il n'est pas autant écouté que quand il s'habille bien. Moi, oui, les choses changent. Même le regard des enfants sur les enseignants change. Donc, dans ces changements-là, je ne trouve pas que les enseignants demandent trop en disant d'appliquer l'article 39. C'est vraiment pas beaucoup. Vous parlez tout de suite de perte de ressources. Mais vous savez, le coup d'État a fait perdre beaucoup de ressources. Un coup d'État, c'est une reprise totale de l'administration centrale. Beaucoup de ressources sont écoulées. Perdre une année scolaire pour ne pas en perdre davantage, c'est mieux que de perdre, c'est perdu, d'essayer de récupérer l'année et compromettre, n'est-ce pas, les années suivantes. Je vous donne un exemple simple. L'éducation, c'est comme de l'escalier. Vous posez le pied sur un escalier, il y a un deuxième, un troisième, vous voulez aller au quatrième. Si vous tirez trop, l'enfant ne peut pas tenir. Ce n'est pas par un simple hasard qu'on fait la première année, la deuxième année, la troisième année. C'est un calcul scientifique élaboré qui a constitué les programmes en fonction du temps d'apprentissage. Donc il faut respecter ça. Il faut absolument respecter ça si nous voulons avoir une école un peu performante. J'allais dire pas performante, mais un peu, parce qu'il faut d'autres. Il faut. Mais il faut aussi faire attention. Perdre une année, ce n'est pas grave, pour ne pas en perdre davantage. Et si on ne perd pas cette année, on risque d'en perdre davantage. Parce que la question des enseignants n'est pas réglée, tu l'as dit. Ce n'est pas réglé. Et donc, quand est-ce qu'on va régler ça? Ils sont en grève, on vient de le constater tout de suite. Et le mois de septembre, c'est le 1er. Dans 2 semaines, c'est le 15. Dans 3 semaines, etc. Le septembre est fini. On entame octobre. Octobre devrait être la rentrée. Donc, je me dis qu'il faut vraiment que les gens se mettent d'accord et d'arrêter et de reprendre tout dans des meilleures conditions qui assurent
n'est-ce pas, le succès aux enfants. Une deuxième information. Vous savez, les grandes inégalités se fondent à l'école. Et ce sont ces inégalités qui se transforment en révolution. Ceux qui marchent là, ceux qui tapent les pavés, ceux qui sont nombreux, ce sont ceux-là généralement qui sont mal formés, à moitié formés. Et c'est ce qui fait que les révolutions ne peuvent pas finir. Il faut une école égalitaire. Il faut tendre à une école égalitaire. Tant qu'on n'arrive pas à créer les conditions d'apprentissage égal pour tous les enfants du pays, on aura une école à plusieurs vitesses. Une école où on apprend, une école où on n'apprend rien. Sommes-nous déjà dans cette école à plusieurs vitesses, puisqu'il y a certaines écoles privées qui ont repris les cours aujourd'hui? Tout à fait, c'est ce que je suis en train de dire. Il s'agit bien de cela. Il y a des écoles privées aujourd'hui, effectivement, et mon collègue l'a dit, ils peuvent aller aux examens. Ils n'ont perdu que peu de temps. Et ils ont rattrapé, surtout les classes d'examen, depuis la nouvelle reprise, ils ont dû rattraper beaucoup de choses. Mais les autres, et tous les autres, comment on va s'occuper d'eux? Est-ce qu'on doit faire un examen pour le privé? Non. Donc le néolibéralisme dans le secteur de l'éducation pose problème dans les pays pauvres. Donc il faut réfléchir. Et j'avoue que vous avez donné des chiffres exacts. Nous sommes en train de privatiser tout, même le public. Et c'est dangereux. Ça n'arrange pas. Ça rend difficile la gestion de l'école. Parce qu'on a des partenaires qui ne sont pas du même niveau. On a des partenaires qui n'ont pas le même poids. Et donc, ils vont influencer les politiques publiques de l'éducation. Et c'est à quoi on est en train d'assister. Le privé ne va jamais accepter. Moi, tous les discours que je tiens, les gens m'appellent, ils disent « mais non, mais on ne va pas perdre. On ne va pas perdre l'année. De toute façon, on ne peut pas perdre l'année. » Ils ont donc un certain poids et ils influencent les politiques publiques à leur faveur et aux dépens des masses populaires. Pas normal. Et c'est ça la difficulté. Si l'école avait été toujours ainsi, moi je ne serais pas là. Si elle avait été toujours ainsi, beaucoup d'entre nous ne seront pas là. Il faut renforcer l'école publique. Donc c'est pour dire que la question scolaire ne consiste pas aujourd'hui à dire sauver l'année n'est pas... Non, c'est une analyse en profondeur. C'est une question, il faut remettre les choses à leur place. D'accord, et on va écouter quelques réactions recueillies au niveau du marché d'Abanani par Studio Tamani. Mohamed Ali a fait un tour là-bas, on écoute ses réactions. On est déjà au terme de l'année, les préscolaires sont à la maison, les scolaires sont à la maison, les lycéens aussi. Moi, je pense qu'on doit donner la gestion de l'école, l'administration scolaire aux spécialistes, aux vrais spécialistes. Parce que nous, on voit que c'est des enseignants qui ont quitté l'école pour être des administrateurs. Ils n'ont pas, bon, je ne vais pas les insulter ici, mais ils n'ont pas le sens de négociation souvent, ils n'ont pas le sens de la portée de ce qu'ils sont en train de faire. Et des décideurs aussi scolaires qui ne sont même pas capables de pouvoir négocier. En tout cas, même une seule fois, une année où il n'y a pas de grève, on ne voit. Chaque année, ça se répète. L'État doit faire tout pour que l'école se démarre vraiment. Nos enfants sont à la maison, vraiment de dormir. Ça peut provoquer la délinquance juvénile. Les enfants, là, ce sont les avenirs du pays. Bon, la situation de l'école malienne, ça nous a vraiment dérangé pour le moment. Parce que nos enfants ne partent pas à l'école. Ça fait plus de 4 mois comme ça qu'ils sont à la maison. Ils ne partent pas à l'école. Je pensais qu'aujourd'hui c'était la reprise de l'école. Mais pour le moment, je vois que les écoles publiques n'ont pas repris leur école aujourd'hui. Je vois que d'autres sont en classe. Mais pour le moment, les écoles publiques... On est très précis pour la reprise des écoles parce que les enfants sont à la maison, ça multiplie le banditisme. Les parents vont au travail, ils n'ont pas surveillance sur les enfants. Bon, ce que j'ai à dire au gouvernement, il faut que ça ne se répète plus. Parce que leurs enfants partent à l'extérieur. Nous, on n'a pas ce moyen-là. Les enseignants aussi, si leurs conditions se mettre à l'abri, il faut qu'ils prennent le travail à sérieux. Et puis que les écoles privées, là, il ne faut pas que ça multiplie aussi. Il y a une limite dans ça parce que c'est ça qui est en train de gâter la gouvernement, l'école de gouvernance, vraiment. Bon, nous, on ne voulait pas que cette année soit une année blanche pour nous. On ne veut pas d'année blanche cette année.
Alors, même si on sauvait cette année scolaire, est-ce que les enfants qui vont être issus, qui vont gravir les échelons, vont avoir un bon niveau, Koumbayar, ici? Niveau? Vous parlez de niveau? Aujourd'hui, c'est le drame. Je parle sous le contrôle des profs du supérieur. Même certains d'entre eux ont des problèmes parce que les choses pédagogiquement sont réparties, les connaissances, l'acquisition des connaissances est répartie de manière à ce que à chaque cycle corresponde une quantité de savoir très précis. En français, par exemple, la grammaire, après la 9e, plus de leçons de grammaire. Ça veut dire que les rudiments de la langue française, on doit les acquérir de l'école primaire à la fin de l'école fondamentale. Mais alors, si tous les ans, tu n'acquiers que le tiers ou la moitié des connaissances en arrivant à l'université, un médecin, par exemple, qui ne maîtrise pas la langue dans laquelle il exerce, il a toujours son littré sous les yeux au moment de faire des ordonnances. Et même, est-ce que ce qu'il écrit là, il comprend toujours? C'est ça la vraie question. Donc, avant ça, moi je souhaiterais répondre à monsieur le professeur quand il dit, il ne doit pas m'accuser. Vous voulez répondre à Dr Fodié Tandjigora? Voilà, monsieur Tandjigora. Moi, je n'ai jamais parlé de légalité ou de légitimité. Quand on parle de loi, si l'État ne respecte pas la loi, on l'amène il y a le tribunal administratif. Est-ce que c'est les enfants qui doivent payer parce que au moment, honnêtement, dans les coulisses, moi je vous dis, M. Tandjigora, je connais beaucoup d'entre les syndicalistes, j'en connais beaucoup, mais dans les coulisses, ils vous disent « Ah, ça veut dire quoi? Honnêtement, ils savent qu'ils n'ont pas raison. Ils n'ont pas raison. C'est pas parce que on a utilisé la malice. Ils n'ont pas raison par rapport à quoi? Par rapport à leur revendication. Aux doléances même. L'article 39? Non, pas l'article 39. L'autonomie des enseignants, honnêtement. D'accord. Aujourd'hui, pour résoudre cette question, quelle solution proposez-vous? Quelle solution proposez-vous? Ah oui, autonomie, on a parlé de statut particulier très souvent dans l'administration, c'est ce qu'on entend. C'est beaucoup plus facile à gérer. Le centre du problème semble être l'article 39. Les mots ont leur poids. D'accord. Oui, quelle solution aujourd'hui? Quelle solution pour résoudre cette crise dont le problème central semble être l'article 39? Je ne suis pas juriste, mais je sais qu'il y a des lois justes et des lois injustes. Des lois justes et des lois injustes. Des lois injustes, il y en a parce que à la pratique, si on se rend compte qu'il y a beaucoup de difficultés à mettre en œuvre une loi, ça pose question. Ça veut dire que quelque part, quelque chose n'a pas été fait avec sérieux. On sait très bien que c'était la malice. C'est la malice, le mensonge. Mensonge de qui? Des autorités? Des autorités. En l'occurrence, l'ancien Premier ministre. Il est responsable, on doit le dire, il est responsable de la dérive récente, en tout cas, de l'école malienne. Ça, il l'a dit, même devant l'Assemblée nationale. Donc, vous demandez, à l'arrivée, vous savez ce qui va se passer? Un instituteur va être mieux payé qu'un médecin qui a usé ses pantalons pendant plus de 15 ans, 20 ans. Lui, 2F plus 4, il est mieux payé parce qu'il s'appelle enseignant. D'accord. Il pense que ça peut marcher. L'UNTM n'est déjà pas d'accord. Merci voilà. À Dr Fodié Tandjigora. Vous estimez qu'aujourd'hui, il faut tenter de trouver des solutions pour sauver cette année scolaire. Alors, quelles vont être les conséquences sur le niveau des enseignants, des élèves? Non, si vous parlez en termes de niveau, c'est très compliqué. Ma collègue vient de dire ça, c'est un problème chronique. Même à l'université, souvent, on fait des petites digressions dans des règles grammaticales. Bon, mais donc, comme déjà, le dit, vous souffrez à l'université. Oui, non, déjà, la correction, c'est un problème, c'est un problème extraordinaire. Mais le niveau, c'est le problème d'abord, là où on est aujourd'hui, je pense qu'il faut raisonner en termes de stabilité de façon générale, parce que
les élèves à la maison, les écoles fermées, c'est une autre forme d'instabilité. Tout mon problème, c'est que la situation est exceptionnelle, c'est très compliqué. Et personne ne peut deviner si les anciennes autorités, si elles n'avaient pas été balayées, si elles allaient vraiment appliquer l'article 39. Parce que on parle de 56 milliards de répercussions, bon, c'est un peu compliqué. Et d'ailleurs, la stratégie dans le traitement du dossier, tout ça, c'est des procédures ou des astuces pour ralentir le traitement des dossiers, mais on sait que la répercussion est très élevée. Mais, comme je l'ai dit, on peut, avec la bonne foi des syndicalistes, faire un moratoire. C'est ce que j'ai dit. Il faut un moratoire sur tous les fronts qui sont ouverts. Parce que ces nouvelles autorités qui viennent d'arriver, d'abord, c'est difficile qu'ils résolvent tout ça d'un coup de baguette, mais ce n'est pas possible. Mais les anciens disent qu'ils ont fait une concession et ne demandent plus de tout pratiquer tout de suite, mais au moins de faire l'alignement. Bon, l'alignement, c'est encore beaucoup parce que les anciens, ils sont assez nombreux. Je pense qu'avec un compromis, un moratoire, c'est possible de boucler et de poser sérieusement le problème sur la table. Parce qu'il ne faut pas que... parce que les anciens, ils s'accrochent sur le fait que c'est une loi. Et c'est tout le problème. Moi, je dis aujourd'hui, les autorités qui sont en place, qui ratifient des textes ou qui écrivent des textes, ou les techniciens, ce qu'on appelle les techniciens dans les ministères. C'est-à-dire qu'un texte, quand vous laissez des dispositions dans des textes, mais les gens exploitent. Vous avez accordé l'autonomie, ce qu'on appelle le statut particulier. Et dans le statut particulier, vous avez laissé des dispositions du statut général dedans. Pour dire que dès qu'il y a une application dans la fonction publique générale, ça s'applique d'office au statut particulier. Et cette disposition existe. Et dans l'enseignement secondaire et à l'université. Non, vous voulez qu'on laisse tomber cette... Non, on ne va pas. Ils sont déjà millionnaires avec leurs heures supplémentaires. Il va poursuivre. C'est-à-dire qu'on ne va pas se priver d'un avantage accordé par une loi. Donc ça veut dire qu'au-delà de l'article 39, si demain encore il y a d'autres couches, s'il vous plaît, si demain encore d'autres secteurs bénéficient d'augmentation, d'office, les enseignants vont réclamer encore de nouveau. C'est toujours ça. L'article 39, l'article 66 chez nous, c'est comme ça. Et je trouve que ça a été mal négocié, les statuts particuliers. Alors, dans ce cas, la proposition de Dr Moriké Dambélé n'est-elle pas la meilleure de prendre le temps, suffisamment le temps, en faisant des concertations nationales sur l'éducation pour trouver une solution? Vous savez très bien que ça ne marchera pas. On a fait dialogue national. C'est-à-dire que ça ne marchera pas cette histoire. On va faire une sorte... Pourquoi? Est-ce que ça veut dire que les dialogues ne sont pas francs? Pas du tout. Pas du tout. On va procéder par flatterie, ceci, par des dithyrambiques par-ci, par-là. Ça ne marchera pas. En fait, on va faire dialogue, on va mettre des milliards dans ces dialogues-là. C'est pourquoi ça ne peut pas aller. Vous allez convoquer une conférence nationale, les sections ou bien les partis politiques de la société, si vous mettez des milliards dans ça. Et ça ne peut pas aller. Donc, on peut autant investir ça dans autre chose. C'est pourquoi moi, je ne fais pas confiance à ces dialogues, à ces conférences nationales, à ces ceci, à ces cela. Tout ce qu'il faut. Et ce que vous voulez dire, ce n'est pas possible de revenir sur les acquis. C'est ça le problème. Si vous dites, bon, aujourd'hui, il faut enlever l'article 39 dans le statut des anciens, alors là, c'est un problème. Donc, c'est plus possible. Oui, mais ça, c'est notre remous. Comment? On peut relire une loi. Oui, mais je suis d'accord. Une loi peut être relue. Mais si c'est des acquis... La Constitution même va être révisée. Non, les acquis, on n'a jamais vu... Merci, Yarissi Tandjiboura. À vous, Moriké Dambélé. Qui renonce à des acquis. Moriké Dambélé. Docteur Tandjiboura pense que même si on passait vers une année blanche, qui est un terme que vous n'aimez pas trop, aujourd'hui, il ne pense pas que les mesures qui vont être prises vont permettre de résoudre cette question. Oui, mais d'accord, je suis d'accord avec lui. Mais aussi, le fait de continuer l'année ne résout pas le problème. Alors, quelle solution dans ce cas? Voilà, quelle solution. Donc, sommes-nous perdus? Non, je pense qu'il faut qu'on se ressaisisse un tout petit peu. Et que je voudrais réagir un peu avant de continuer sur ce que Madame dit. Le statut des enseignants, que ce statut soit du secondaire, du fondamental ou du supérieur, c'est des statuts particuliers. Ce n'est pas des statuts autonomes. Non. Oui, autonome, ça veut dire que ce n'est pas lié... D'accord, il vient de confirmer qu'il s'agit des statuts particuliers. Je suis... Oui, madame, je vous explique la confusion terminologique. Pas par rapport à moi. Oui, mais pas par rapport à vous, mais comme c'est vous qui prononcez devant nous. Je vais dire simplement qu'il y a le statut autonome de la magistrature. Ils ont parlé de ça. Il y a le statut particulier. Le particulier est mesuré à l'aune du général.
Donc le particulier est lié au général. Mais le statut autonome n'a rien à voir avec le statut général de la fonction publique. Voilà la différence. Les magistrats, c'est quand même un pouvoir. D'accord, il va poursuivre. Je vais poursuivre, hein, madame, s'il vous plaît. Et donc, la situation actuelle dans laquelle on se trouve, je pense que on peut faire le débat, hein, on peut tourner. Mais lorsque le président de la République, quand bien même il a shooté, il prend la parole pour dire « je suis d'accord pour ça ». Ce n'était pas la première fois. Ça, c'est la plus haute autorité de l'État. Et qu'il se prononce sur une question. Automatiquement, on prend en compte, les services techniques prennent en compte automatiquement la déclaration du président de la République et se mettent à travailler en fonction de cela. C'est ça un État. C'est ça un État. Mais quand le président prononce, les gens traînent à mettre les pas ici et là, et on dit il y a ceci ou cela. Ce n'est pas possible. Le président, avant de se prononcer, a déjà connu les retombées financières de l'engagement qu'il veut prendre devant la nation. Et donc, en vérité, Monsieur Faudier, vous comprenez que ce n'est pas à négocier, on doit appliquer. Quelles que soient les situations, on doit appliquer l'article 39. Parce qu'il a été dit que c'est possible et c'est immédiatement. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que la situation de l'école, vous l'avez dit, il y a plusieurs concertations. Mais il n'y a jamais eu une concertation pour dire aux enseignants, ensemble, on va stabiliser l'école pour 5 ans. On vous donne ça, l'article 39, pourvu que vous restiez en classe dans une durée de 5 ans. C'est ce que le Burkina a fait. Je crois que je l'ai rappelé ici une fois. Quand ça chauffe de tous les côtés, ils ont dit qu'est-ce qu'on peut faire pour une stabilisation de longue durée de notre système scolaire. Ils ont invité les syndiqués et ils ont dit, bon, voilà, nous vous donnons ça, pourvu que vous restez aussi longtemps, 5 ans, 4 ans, vous restez en classe. Ça, c'est possible. Avec l'article 39, il faut que les nouvelles autorités puissent négocier une longue période de stabilisation de l'école, afin qu'on puisse récupérer les temps perdus. Il nous reste 3 minutes, 1 minute pour chaque invité. Votre question, une question pour chaque invité. Une question, quel avenir dans ces conditions pour les élèves maliens? Quel avenir? Oui. Il est sombre l'avenir, et pour les enfants, et pour le Mali, tant qu'on va rester dans cette posture. Et je crois que finalement, le peuple va se prononcer, même si ce n'est pas référendum, si jamais il y a une assemblée, quelle que soit l'appellation de l'assemblée, il faut qu'on se prononce sur la question de l'école. Il faut qu'on se prononce sur la question de l'école. Parce que ce qu'eux ne disent pas, l'article 39, c'est juste un pan de la loi. Parce qu'ils réfutent l'autonomie, mais c'est ce que les enseignants eux-mêmes disent. Merci beaucoup. Donc, votre 1 minute est écoulée. Merci beaucoup, Koumba Yarissi. Merci, Fodje Tandjigoura. À quoi faut-il s'attendre dans les prochains jours par rapport à la crise scolaire? Bon, moi, je pense que les enseignants, je fais confiance à leur capacité de formateur. Je pense qu'ils vont accepter au moins d'accompagner l'État pour sauver l'année et convaincre la base, parce que c'est ça, ils vont aller vers la base. Je suis sûr que la base va accepter et qu'on pourra sauver cette année. C'est sûr, c'est notre optimisme que je termine. D'accord. À vous, Dr Moriké Dambélé. Contrairement à mon cher collègue, je pense qu'il ne faut pas ajouter du désordre au désordre pour ne pas créer les conditions du chaos. C'est pour cela que je pense que les enseignants, il ne faut même pas se leurrer, ils ne vont pas accepter. On leur a dit que c'est possible et c'est possible. Et donc, il faut appliquer. Je vois difficilement les enseignants à rentrer et stabiliser l'école si l'article 39 n'est pas appliqué. Merci beaucoup, Dr Moriké Dambélé, pédagogue, professeur à l'Université de Bamako, Dr Fodje Tandjigoura, chef du département sociologie à l'Université de Bamako, et Koumba Yarissi, enseignante à la retraite. À la régie vidéo et audio, Mamadou Ouattara et Mamadi Keïta. Auditeurs et téléspectateurs, vous avez été nombreux à poser vos questions et j'espère que vous avez eu des réponses à travers les réactions de nos invités. Je suis Mohamedou Touré. On se retrouve demain pour un prochain débat de Studio Tamani. J'y arrive. Merci.
Le Grand Dialogue. Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.